Chers élèves de terminale, bonjour. Eh bien, c'est parti pour notre vidéo du vendredi 27 mars, qui sera en ligne donc ce soir, en fin d'après-midi. Une vidéo qui va durer assez longtemps car je vais attaquer un cours sur la notion d'intégrale après la notion de primitive. Donc, voyez la durée de la vidéo qui s'annonce. Préparez-vous, utilisez votre cours et voilà, vous allez toujours pouvoir faire pause quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, revoir la vidéo. Ça va aller vite, bien sûr, mais si vous faites pause au moment où vous n'avez pas compris et si vous faites pause suffisamment longtemps pour pouvoir effectuer vos calculs avant que je donne les réponses, ça devrait pouvoir le faire. Je ferai une séance de réponse aux questions éventuelles mardi 31 mars. Disons que ce sera une vidéo qui répondra aux questions que vous aurez postées sur ce qu'on va faire aujourd'hui sur le cours sur les intégrales. De même, je m'adresse aux spécialistes. Pour les élèves qui ont des questions concernant les exercices de spécialité que j'ai mis en ligne, n'hésitez pas à poser des questions, m'envoyer des questions ou les poster aussi sur YouTube. Je ferai une séance de réponse à toutes ces questions-là, ou mardi 31 mars, ou sinon le vendredi d'après. C'est bien mardi 31 mars, oui. Voilà, donc... Je vous remercie pour le travail que vous m'avez fourni concernant les suites et le logarithme. Je vous remercie pour le travail que vous avez fourni sur quick.fr concernant la fonction logarithme. Vous serez mis au courant assez rapidement des notes. Je verrai ce que je fais de ces notes, pas de panique. Je mets des notes uniquement déjà pour savoir si vous avez fait le travail et pour vous donner une idée de ce que vaut votre travail. Qu'est-ce qu'on va faire de ces notes après pour le 3e trimestre ? Je n'en sais rien encore, donc pas de panique quand même. Mais n'hésitez pas quand même à vous mettre au travail. On ne sait pas encore ce que va devenir le baccalauréat. Voilà, on y va. J'attaque les primitives, les exercices que vous aviez à faire. Alors, 40 au 45. Voici une question qui tombe très régulièrement au bac. On est gentil avec vous. Plutôt que vous demander de retrouver une primitive par vous-même, souvent on vous donne la fonction primitive et on vous demande de montrer que la fonction f est une primitive de la fonction petit f donnée. Donc on vous donne les deux fonctions. Cet exercice est très simple, si on le comprend dans le bon sens, il suffit tout simplement de dériver la fonction grand f et de montrer que la fonction grand f, une fois dérivée, donne petit f. C'est ce que j'ai fait pour l'exercice 40. Alors la fonction grand f était un petit peu difficile, on ne sait pas forcément dériver cette fonction-là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai développée. J'ai fait x-2 le tout au carré, et puis j'ai redéveloppé après par x-2. Une fois développée, la fonction grand f donne ceci. Je la dérive, la dérivée est extrêmement simple. 3x carré moins 12x plus 12 plus 2, qui font plus 14, et je retrouve bien la fonction petit f. Conclusion, grand f est bien une primitive de petit f. N'oubliez pas, il y a plusieurs primitives possibles. Il suffit d'ajouter n'importe quelle constante à une primitive trouvée pour obtenir une autre primitive. Dans l'exercice 41, ça va tout seul aussi. Il suffit de dériver la fonction grand f. Je ne le fais pas. 3x au cube dérivée donne 9x au carré. La dérivée de 1 sur x, n'oubliez pas, c'est moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de 4 sur x donne moins 4 sur x carré. Et on retrouve, après avoir dérivé grand f, la fonction petit f. Pour l'exercice 42, aucune difficulté. Vous pouvez ici dériver cette fonction-là à l'aide de la formule de la dérivée de u sur v, u'v moins uv' sur v carré, et vous retrouvez la fonction petit f. Aucune difficulté dans la fonction aussi grand f. Je rappelle, pour le 43, je peux peut-être mettre juste un petit rappel. Pour l'exercice 43, je rappelle que la dérivée d'exponentielle, on peut peut-être le rappeler, j'ai ici exponentielle moins 0,1x, voilà, et si je dérive l'exponentielle moins 0,1x, je rappelle que c'est dérivé de ce que j'ai à l'intérieur, soit moins 0,1 exponentielle, et la dérivée, l'exponentielle, pardon, ne change pas. Voilà. Une fois que vous avez ceci, vous n'oubliez pas d'appliquer la formule u'v plus uv', dérivée de u et v, hein, bien sûr, on se rappelle bien sûr que uv' est égal à u'v plus u v'. On n'oublie pas ceci pour la formule. Dans le 44, ça va tout seul. La dérivée de ln de x donne 1 sur x sur 0 plus l'infini. Et dans le 45, ça va tout seul aussi en utilisant la même formule, u'v plus uv'.
on retombe très facilement sur ses pieds. Concernant les exercices 52-53, alors c'est ceux-là qui sont un peu plus difficiles parce que cette fois-ci on ne vous donne pas de primitive. Donc il faut en trouver une fonction qui une fois dérivée me donne la fonction donnée. Alors pour le 52, une fonction qui va bien marcher, on me donne une primitive, donc je donne celle que je veux. 2x au cube. Si vous regardez, alors pour vous aider, vous pouvez très bien utiliser le tableau des primitives qu'on a rempli ensemble la dernière fois. Une primitive de x au cube, eh bien, c'est 1 sur 4 x exposant 4. Effectivement, si je dérive, alors je vais l'écrire. Donc ici, je vais avoir 2 que multiplie, je ne sais même pas si, voilà, 2 multiplié par, ben ça c'est une bonne blague, voilà, multiplié par 1 quart, il va me le mettre, fois x exposant 4. Effectivement, regardez ici, je vais peut-être agrandir un peu pour qu'on voit de quoi on parle, merci. Hop. 2 fois 1 quart de x exposant 4, si je dérive ça, ça fait 4x exposant 3. Et le 4 se simplifiant avec le quart, j'obtiens bien x au cube. Et on n'oublie pas de multiplier par 2. Voilà, je vais prendre un petit peu de place là, ici. Ensuite, primitive de moins x carré, eh bien d'après le tableau, c'est moins 1 tiers de x au cube. Primitive de 4x, eh bien si je dérive 2x au carré, ça marche. Voyez-le. Et une primitive de plus 1, qu'ai-je dérivé pour obtenir plus 1 mais plus x. Voilà une primitive, et je peux ajouter n'importe quelle constante derrière, si je veux me faire plaisir, plus 15 par exemple, donne une primitive recherchée. Pour le 53, je vais réduire un tout petit peu, excusez-moi, la taille, histoire d'avoir l'énoncé sous les yeux. Pour le 53, un petit peu plus délicat, mais ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de développer. Voilà. Si vous développez f de x, en développant f de x, si je ne me trompe pas, j'obtiens l'identité remarquable me donne x carré moins 8x plus 16, et si je multiplie par 2, ça fait 2x carré moins 16x plus 32. Et j'ai un plus 1, donc ça va faire plus 33. Voilà petit f de x, et bien pas de problème pour à ce moment-là déterminer une primitive de ceci. 2x carré, en utilisant les formules, ça fait 2 tiers, voilà, de x au cube. Moins 16x, c'est la dérivée de moins 8x carré, et plus 33, dérivée de plus 33x. Voilà. Encore une constante derrière, si vous voulez, plus n'importe quelle constante réelle. Donne une primitive, une me la centre, pourquoi pas. 54, alors je ne vais peut-être pas toutes les faire, et je vous mettrai en ligne rapidement les solutions. 54. Primitive de 2 exponentielle x, là on peut le faire directement. Ah pardon, je mets en mode maths. Voilà, primitive de 2 exponentielle x. Qu'ai-je dérivé pour obtenir 2 exponentielle x? Eh bien 2 exponentielle x de par la propriété de l'exponentielle. Et moins 3 exponentielle moins x, eh bien il faut voir que c'est 3 fois moins exponentielle moins x. Et moins exponentielle moins x, c'est la dérivée de exponentielle moins x. Par conséquent, si vous dérivez 3 exponentielle moins x, vous allez bien obtenir moins 3 exponentielle moins x, par les propriétés de dérivation de l'exponentielle. Celle-ci est importante, elle est assez fréquente d'ailleurs au bac. Ne paniquez pas pour le bac, 90% des questions concernant les primitives consistent en le premier type d'exercice qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on vous donne la fonction primitive et vous n'avez juste qu'à la dériver pour vérifier que c'est bien une primitive. Donc on vous la donne. Ensuite, 0,1x, etc., etc. Bien, pour 55, toujours le même principe. Si j'applique les formules de primitive, primitive de x, c'est 1/2 de x carré. Donc je vais mettre 0,1 sur 2. Il faut que je reste dans les maths. 0,1 sur 2, voilà, x au carré. Dérivez ça, et vous allez voir que vous obtenez 0,1x. Et qu'ai-je dérivé pour obtenir plus 2 exponentielle moins x? L'exponentielle ne change pas, donc exponentielle moins x, il va y avoir de l'exponentielle moins x dans la fonction que j'ai dérivée. Mais si je dérive exponentielle moins x,
je vais faire apparaître un moins, coefficient multiplicateur, moins exponentielle moins x. Par conséquent, si je veux obtenir plus de exponentielle moins x, il me faut avoir dérivé moins exponentielle moins x. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, il n'y a qu'une chose à faire pour bien comprendre comment se construit cette notion de primitive. Vous prenez la fonction que je vous donne et vous la dérivez pour bien comprendre les mécanismes qui font qu'on va retrouver cette fonction-ci comme dérivée. Et c'est en comprenant comment la dérivée fonctionne et comment j'obtiens un résultat de dérivée que vous allez pouvoir apprendre à anticiper la fonction que vous allez dériver pour obtenir la fonction voulue. Donc c'est vraiment, il faut être super au point sur la dérivée si on veut comprendre la notion de primitive. Si jamais vous souffrez déjà sur les exercices de dérivée, bon, les exercices où il faut trouver une primitive par vous-même sans qu'on vous la donne, risquent d'être un petit peu difficiles. Mais c'est vraiment de l'entraînement, et c'est un excellent exercice mental pour s'entraîner sur la dérivation de fonctions. J'essaye d'aller un petit peu plus vite sur l'exercice 56. Eh bien, en réfléchissant rapidement, j'ai dû, 3 demi d'exponentielle 2x. Si je dérive ceci, vous voyez, j'obtiens bien 3 exponentielle de x. Qu'ai-je dérivé pour obtenir moins 4 exponentielle x? Eh bien, moins 4 exponentielle x plus x. Et si je dois rajouter une constante derrière? Je ne l'ai pas ajouté à chaque fois, mais comme on me demande une dérivée, je donne celle que je veux avec la constante que je veux. 57. Pour obtenir 0,3, j'ai dérivé 0,3x. Et ensuite, moins 0,2x. Alors là, plus difficile. Quand je dérive exponentielle de moins 0,2x, il va y avoir un coefficient moins 0,2 qui apparaît. Par conséquent, il va falloir que je fasse une sorte de fraction, de diviser par moins 0,2 ma fonction dérivée pour obtenir une primitive exponentielle moins 0,2x. Alors évidemment, on peut ne pas laisser le résultat comme ça, ça fait 0,3x et on peut calculer la calculatrice. 5 divisé par 0,2, ça fait 50 divisé par 2, j'obtiens moins 25. Moins 25, exponentielle, va pas y avoir la place, 0,2x. Qu'est-ce qu'il dit? Exponentielle, moins 0,2x, voilà, merci. De la même manière, le 0,1 sur 2, je ne l'ai pas simplifié, mais ça fait 0,05. On peut peut-être le compléter pour ceux qui auraient trouvé cette primitive et qui se demandent pourquoi ça ne correspond pas à celle qu'ils ont, évidemment. Voilà, ça marche. 58, allez, j'en fais encore une petite. Je vais faire la 58 et 59. Ce sont peut-être les plus importantes. Après, ça commence à devenir un peu professionnel comme calcul. On va rester très terre à terre pour les cours que l'on fait à distance. On approfondira éventuellement en cours si jamais on se revoit un jour. 58 f de x, c'est parti. Je vous donne une primitive qui devrait convenir. Pour le 58, 1,2x, c'est bien 0,6x au carré. Dérivé dans votre tête, vous allez voir qu'on obtient le résultat. Plus 10, dérivé de 10x. Et puis ici, ça va être le même coup que tout à l'heure. Regardez, 3,2 divisé par 0,5. Exponentielle 0,5x. Hop, voilà. Vous pouvez éventuellement calculer 3,2 divisé par 0,5. Divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Donc, ici, je le change en direct, 6,4. Vous revoyez la vidéo si vous n'avez pas compris d'où vient ce 6,4. Et enfin, le 59, il est encore plus sportif. Ça va venir du fait... Encore une fois, vous avez exponentielle 0,5x plus 1, ça vient du fait que la dérivée de ceci, c'est u' exponentielle u. Donc si je dérive ceci, j'obtiens 0,5 exponentielle 0,5x plus 1. Par conséquent, il faut que je divise par ce 0,5 qui va apparaître lors de ma dérivée pour obtenir une primitive. N'oubliez jamais que si j'ai une exponentielle dans la dérivée, c'est que j'avais l'exponentielle dans la primitive. Puisqu'elle apparaît tout le temps, elle reste, elle est continue, elle est permanente, on la retrouve toujours, cette exponentielle, lorsqu'on dérive. Donc par opération inverse, on la retrouve pareil lorsqu'on cherche à calculer une primitive. Donc la fonction qui va en découler, c'est celle-ci, je divise par 0,5, exponentielle 0,5x plus 1.
Alors, mon gars, tu vas mettre le plus 1 à l'intérieur, merci. Et celui-ci, bah, ça va être la même chose. J'ai moins 1, ça va faire moins 1 divisé par encore le moins 0,5. Il l'accepte tout à fait. Exponentielle, moins 0,5 x. Là, il m'a mis n'importe quoi, excusez-moi. Moins 0,5 x, plus 2. Et ce plus 2, tu me le mets là-haut. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. Attention, 2 divisé... Donc voici la forme que vous pouvez donner. Si on vous demande une primitive, le résultat sera accepté. 2 divisé par 0,5, vous pouvez le faire à la calculatrice, ça fait 4. Et moins 1 divisé par moins 0,5, attention la magie pour ceux qui suivent. Eh bien oui, merci, ça fait plus 2. Dérivez cette fonction et vous allez voir que vous obtenez exactement la fonction donnée dans l'exercice 59. Je vous communiquerai le résultat pour l'exercice 60, qui est assez facile, et pour l'exercice 61, la ruse pour l'exercice 61. Bon allez, puisque je suis là, c'est pas très long. C'est parti, je veux aller trop vite. Tant pis si la vidéo fait 1h30. J'espère que vous n'avez pas prévu de sortir ce soir. Alors, 3x carré, bien j'ai tout simplement dérivé x au cube, plus x, j'ai dérivé 1 demi de x carré, moins 2, j'ai dérivé moins 2x, et attention la bonne blague, plus 1 sur x, j'ai dérivé, et oui, bravo, merci, j'ai dérivé ln de x, plus constante. Et pour l'exercice 61, tiens, il me le met ici, ben, je vais le mettre là. Pour l'exercice 61, la ruse consiste à simplifier d'abord la fraction, c'est un coup classique. 0,3x au cube sur x, en fait, je peux l'écrire comme 0,3x au carré. Moins 2x sur x fait moins 2, en fait, j'explose la fraction sous forme de somme de 3 petites fractions, et je simplifie. Une fois qu'on a ça, eh bien, c'est assez facile de déterminer. Ouais, tu me la mets au milieu, si jamais... Alors, je vais ruser peut-être... Je vais mettre un donc, non, voilà, non plus. Je veux aller trop vite. Donc, voilà, et là, merci de me le mettre. La primitive, ou une primitive qui va convenir, et ben j'ai encore ce divisé par 2, tiens, je le fais de tête. Divisé par 3, pardon, donc 0,1 x au cube. Dérivé dans votre tête, vous allez voir que vous obtenez bien 0,3x carré. Moins 2x, et encore une fois, logarithme népérien de x, qui me donnera en dérivée 1 sur x. Voilà, et bien finalement, j'aurai corrigé tous les exercices. Ensuite, pause, hein, si vous voulez aller prendre un verre d'eau pour souffler un peu. Ensuite, vous aviez l'exercice 81. Vous savez, c'est mon exercice préféré. On vous donne 3 courbes, merci. Il faut retrouver la courbe de la fonction f de la fonction f', et d'habitude on vous demande la dérivée f seconde, mais ici on vous demande la dérivée, la courbe de la fonction grand F. Eh bien c'est exactement le même exercice, sauf que grand F va, si je la dérive, je vais tomber sur petit f, et si je dérive petit f, je tombe sur petit f'. Le lien est toujours le même, ce sont toujours les mêmes exercices qu'on avait fait ensemble, avec f, f' et f seconde, sauf qu'ici on a décalé d'un cran notre mécanisme de dérivation. C'est grand F dont la dérivée va être égale à petit f, et la dérivée petit f qui va me donner f'. Donc, si je suis le théorème fondamental de dérivation, le signe de petit f donne les variations de grand F, et le signe de petit f' donne les variations de petit f. Et pour les professionnels, le signe de f' donne les variations de petit f qui donnent la convexité de grand F. Vous faites les tableaux de variation, vous faites les tableaux de signes, ça vous êtes capable de le faire. Et une fois que vous aurez fait les tableaux de variation et les tableaux de signes, vous observez que la fonction bleue ici change de variation aux valeurs de x, où la fonction représentée en vert change de signe. Vous avez la bleue est croissante de moins l'infini à moins 3,5, et la verte est positive sur cet intervalle. La bleue est décroissante de moins 3,5 à 0, sur le même intervalle la verte est négative. La bleue redevient croissante de 0 à 3,5 alors que la verte est positive,
et la bleue devient décroissante de moins 3,5 à plus l'infini, alors que la verte devient négative. C'est un abus de langage. La verte n'est pas négative, c'est la fonction représentée par la courbe verte qui est négative. Ce qui signifie que la verte représente la dérivée de la fonction représentée en bleu. Alors maintenant, est-ce qu'il s'agit de grand f et petit f, ou de petit f et petit f'? Eh bien, on regarde le rapport qu'il y a avec l'autre courbe, la rouge. On observe, je raccourcis, mais en faisant les tableaux de variation et les tableaux de signes, que le signe de la fonction représentée en rouge donne les variations de la fonction représentée en vert. Négatif, décroissant, puis positif, croissant, puis négatif, décroissant, ce qui signifie que la courbe rouge représente la dérivée de la fonction représentée en vert. La bleue a pour dérivée la verte a pour dérivée la rouge, pour faire un gros abus de langage. On obtient bien donc ce lien de dérivation, la rouge est la dérivée de la verte qui est dérivée de la bleue, par conséquent, C3 représente grand F, C2 représente petit f, et C1 représente petit f'. Vous repassez l'épisode si jamais vous avez des difficultés à comprendre. C'est un exercice qu'on peut trouver au bac de temps en temps. En général, c'est plutôt autour de f, f' seconde, mais c'est exactement le même principe. On est juste un cran de décalage dans mon opération sur les dérivés. Bon. On va refaire des calculs de primitives, mais cette fois-ci dans le cadre du calcul d'intégrale, car primitives et intégrales sont liées, et c'est ce à quoi j'aimerais arriver aujourd'hui. Ça va prendre un petit peu de temps, mais normalement, ça devrait bien se passer. Je vais me concentrer sur l'essentiel. Pour se concentrer sur l'essentiel, vous avez en ligne un cours sur primitive intégrale. Je vous rappelle que nous avons rempli ensemble la première page sur les primitives. Voilà. J'ai laissé tomber la propriété numéro 2. On pourra en parler en classe. Nous avons fait le tableau des primitives, sur lequel je me suis appuyé à l'oral pour les exercices que je viens de corriger. J'ai laissé tomber aussi les primitives des fonctions avec des formules particulières. Ça, c'est un peu pénible à expliquer, et puis ce n'est pas forcément utile dans le cadre du baccalauréat. Nous allons donc enchaîner avec le cours sur les intégrales. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre, il faut juste ne pas rater de virage. Vous allez prendre le cours concernant les intégrales. Alors sur le document que vous avez en ligne, vous avez la page sur les primitives. Le document est ici, merci. Ah oui, pardon. Vous avez la page sur les primitives. Voilà, on va y arriver, quand il veut. Merci. Pourquoi tant de haine? Défilement continu, merci, voilà. La page sur les primitives que nous avons remplie ensemble, elle est ici. Voilà. La page maintenant sur l'intégration, elle est là. Je crois que ça correspond au document que vous avez en ligne. Primitive et intégrale. Ok, merci, c'est bien celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est bien celui-là. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première page ici de ce document. Je vais vous expliquer ce qu'est une intégrale d'une fonction positive. C'est très simple à comprendre. Et je vais ensuite vous expliquer la manière dont on la lit graphiquement et la manière dont ensuite on la calcule. Toujours ces deux approches, c'est toujours les mêmes. D'abord une approche graphique, puis ensuite une approche calculatoire. Vous êtes prêts? Intégration. Vous avez cette feuille-là sous les yeux, et je vous explique ce qu'est une intégrale, à partir de maintenant. Vous avez sous les yeux une fonction qui est représentée par une courbe bleue dans un repère, ici, quelconque. Je vais expliquer ce qu'est l'intégrale de cette fonction entre deux nombres réels. Cette fonction, nous allons prendre deux réels a et b, tel que sur l'intervalle AB, la fonction est positive, c'est-à-dire que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, c'est bien le cas. Et ce qui va m'intéresser sur ce graphique, sur cette courbe entre les réels A et B, c'est l'aire de la surface bleue que je viens de colorier entre l'axe des abscisses, la courbe
et les deux droites verticales en x égale A et x égale B. La question, c'est quel est l'aire de cette surface bleue que je viens de colorier. Alors, c'est justement cette surface bleue que l'on va appeler intégrale de f sur l'intervalle AB. Cette surface bleue, l'aire de cette surface bleue, c'est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. Une intégrale, c'est une aire sous la courbe, entre l'axe des abscisses, la courbe, et les deux droites verticales en x égale A et x égale B. Je le redis une dernière fois, ce qu'on appelle intégrale de f sur un intervalle AB, c'est tout simplement l'aire de cette surface. Une excellente question, c'est de se demander, oui mais l'aire en quelle unité? Effectivement, si je veux mesurer cette aire, je la mesure en quoi? En centimètres carrés? En mètres carrés? Le problème, c'est qu'1 cm², moi sur mon écran, ça doit faire quelque chose qui a cette taille-là, mais si vous regardez sur votre téléphone, 1 cm², c'est beaucoup plus grand. Tout dépend de la taille de l'image. Par conséquent, on va essayer de trouver une unité de mesure qui sera la même, quelle que soit la taille de l'affichage. C'est-à-dire que le nombre d'unités pour mesurer cette surface sera le même que mon affichage soit comme ceci ou que mon affichage soit comme cela. Alors quelle unité va-t-on prendre? On va en prendre une unité relative au repère, relative au graphique que j'ai sous les yeux. L'unité d'aire, eh bien, ça sera tout simplement ce petit rectangle qui est composé sur l'axe des abscisses, dont la longueur est donnée par une unité sur l'axe des abscisses et dont la largeur est donnée par une unité sur l'axe des ordonnées. C'est un rectangle dont les dimensions sont données par une unité d'abscisse et une unité d'ordonnée. Bien évidemment, mon repère doit quand même rester orthogonal, c'est-à-dire avec deux axes perpendiculaires. Une fois que j'ai déterminé cette unité d'aire, le but du jeu va être de déterminer combien d'unités d'aire rectangulaires jaunes je peux mettre à l'intérieur de mon aire. Alors au début c'est facile, on voit que j'en ai 1, 2, 3 que je peux mettre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que je peux mettre entièrement. Ici, c'est un peu plus compliqué, j'ai des moitiés, alors peut-être que ces deux-là vont faire une moitié, peut-être 10, ces deux-là 11, ces deux-là 12, mais j'ai encore un petit coin qui va me manquer. Et puis là, j'en ai presque une entière, 13, mais j'ai un petit coin qui va me manquer. Puis alors là, pour mesurer en unité d'aire combien j'ai d'unités d'aire, parce que je vais avoir des nombres à virgule, bien sûr, hein, ces morceaux-là, parce que la courbe est extrêmement compliquée à mesurer. Voilà, ça va être tout l'art de déterminer exactement le nombre d'unités d'aire que je peux mettre à l'intérieur de cette surface. On a dit 9, plus 10, plus 11, plus 12, 13, 14, et puis après les poussières. Bon, on donne le résultat sur cet exemple-là. Ici, j'ai à peu près 15,26 unités d'aire, avec des moitiés d'unités d'aire, des quarts d'unités d'aire, des 0,26 unités d'aire. Un des premiers travaux à vous demander de faire, c'est de lire graphiquement, grosso modo, combien j'ai d'unités d'aire à l'intérieur d'une intégrale donnée, à l'intérieur d'une surface donnée. L'intégrale, c'est ceci, l'aire de cette surface, mesurée en unités d'aire données par le repère. Alors, on va écrire peut-être ça, tout simplement. Où est-ce qu'est mon document? Il est là. Voici. Définition 1. On définit l'intégrale d'une fonction f positive sur un intervalle comme l'aire de la surface délimitée par. D'abord, en bas, on va prendre l'axe des abscisses. Puis, en haut, la courbe de la fonction f. Tiens, on va mettre un petit hop. Et puis, les droites verticale, merci, en, il accepte pas, non, x égale A et x égale B. Voilà. Ça, c'est la définition. L'intégrale est mesurée ici, l'unité d'aire, par une unité d'aire. L'unité d'aire est un rectangle de dimension, ici, sur l'axe des abscisses, une unité d'aire. C'est une unité d'axe des abscisses de dimension. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps, une unité d'abscisse. Et, on va enlever tout ça. Une unité d'ordonnée.
Voilà, excusez-moi, les avantages, les aléas du direct. Alors, bon, on a plusieurs manières de mesurer cette intégrale graphiquement. Parfois, les fonctions sont assez faciles à lire. Par exemple, on va prendre ici une fonction qu'on appelle en escalier, qui est composée de segments de droite horizontaux, ici et là. Combien d'unités d'air sous cette courbe entre, par exemple, moins 3 et 3 ? L'unité d'air, je le rappelle que c'est un petit rectangle ou un petit carré d'unité 1 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. Donc par conséquent, vous voyez ici, je le devine vaguement, ce carré d'unité d'air. 1 par 1, ça me donne ceci comme unité d'air. Combien d'unités d'air ai-je sous la courbe entre l'axe des abscisses, la représentation graphique de la courbe qui est ici, assez facile à lire puisqu'il s'agit de segments horizontaux. Eh bien, on y va. J'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont s'empiler. 9, 10, 11, 12. 2 unités d'air ici, 6 unités d'air là, 4 ici, soit un total de 12 unités d'air pour l'intégrale de cette fonction en escalier entre moins 3 et 3. Trop facile. Bien évidemment, ça va dégénérer quand les fonctions ne sont pas aussi faciles à lire. Une fonction affine, par exemple, combien d'unités d'air, le petit OI, OJ, combien d'unités d'air vont rentrer à l'intérieur de cette intégrale, de cette R, entre A et B, sous cette courbe, qui est une droite d'équation Y égale, en l'occurrence, 2x moins 3. Bon, ben voilà, c'est toute la difficulté de l'exercice. Sur votre cours, il est là. Sur votre cours, intégrale d'une fonction positive en escalier, vous pourrez remplir tout ceci. Vous pouvez ici répondre à ces exercices-là. On va juste remplir l'exemple 1 tel qu'on vient de le faire. Entre moins 3 et 3, c'est l'exemple que je viens de vous projeter. On a répondu, ça donnait 12 unités d'air. Je vous laisse même pas 3 secondes pour lire l'intégrale entre moins 3 et 4 de cette figure 2. Pause. Oui, bravo, puisque ici il y a 2 unités d'air, ici il y en a 4, et là il y en a 0. On obtient 6 unités d'air pour l'intégrale de moins 3 à 4. Un des premiers exercices à faire est donc de lire approximativement le nombre d'unités d'air que j'ai sous la courbe entre deux réels. Vous avez des exercices dans votre livre qui vous entraînent à lire ces calculs d'intégrale. On commence par exemple ici, ici. Vous avez des intégrales qui sont à lire, elles sont un peu compliquées parce que j'ai du x qui est donné, c'est pour ça que on va quand même pas mal simplifier les choses. Pour les exercices concernant la lecture d'intégrales, eh bien, je vous ai mis en ligne des exercices sur Quick. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est passé les devoirs en cours. Voilà. TES1, début 27 mars à 9h. Mais c'est aujourd'hui, ça ? C'est aujourd'hui, ça ? Oui, c'est aujourd'hui. Donc, eh bien, voilà. Pourquoi il n'est pas en cours, celui-là ? 3 avril à 17h. Bref, cet exercice, vous l'aurez en ligne, ce devoir. Débute le 27 mars à 9h, il aurait dû déjà être commencé. Ah oui, il est normal, c'est normal qu'il soit en décalage. Bon, voilà, vous allez avoir des intégrales à calculer, je vais vous expliquer comment les calculer. Et puis, voilà, il galère un petit peu là, parce qu'il a enregistré le son et la vidéo, et en plus, je lui demande de naviguer sur Internet. Excusez-moi, mon ordinateur n'est pas un ordinateur de course. J'attends simplement qu'il affiche les résultats. On perd du temps, c'est terrible ça. Bref, je vous rappelle, dès qu'il m'aura affiché la totalité des exercices, vous aurez des exercices de lecture d'intégrale à faire juste en ligne, le temps qu'il finisse de charger tout ceci. Je suis sur le bon réseau, Voilà. Bon, bah ça vient, écoutez, on va regarder ça. Voilà, des exercices de calcul d'intégrale, c'est compter le nombre de carrés que j'ai sous la courbe entre l'axe des abscisses et les deux droites verticales. Je sais, je me répète, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition, paraît-il. Ah, ça y est, le voici. Voici les exercices que vous pourrez faire graphiquement. Là, j'ai des probabilités aussi. Les exercices graphiques, les voici.
Voilà, on vous demande l'intégrale, j'ai pas écrit la notation encore, mais l'intégrale de la fonction entre moins 4 et 0. Eh bien, vous pouvez compter le nombre de carreaux. Combien il y en a en dessous, combien il y en a au-dessus. Et l'aire qu'il y a entre la courbe et moins 4, 0, elle est comprise entre 23 carreaux et 29 carreaux, 17 carreaux et 23 carreaux, 5 carreaux et 11 carreaux, etc., etc., etc. Donc voilà, vous essaierez de compter le nombre de carreaux. Tout ça se fait uniquement par lecture graphique. Encore de la lecture graphique ici, de la lecture graphique ici. On compte le nombre de carreaux, le nombre d'unités d'air sous la courbe entre les deux droites verticales. Vous avez observé une petite notation un peu particulière. Cette intégrale, comment elle se note? Je vais détailler de quoi il s'agit. Pourquoi on la note de cette manière-là. Nous allons justement très rapidement passer à la suite concernant cette notion d'intégrale. Alors voilà, bon là tout ça il y a plein d'exercices. Là il manque une page mais c'est pas grave. Ensuite, c'est du direct, hein, je suis sincèrement désolé. Voilà, on arrive à la notation, voilà. Alors, comment on calculait une intégrale dans le temps lorsqu'on n'avait pas d'ordinateur pour le faire à notre place? Comment on comptait les carreaux? Eh bien, on le faisait grâce à des petits rectangles. On prenait une courbe comme celle-ci et on dessinait des rectangles en dessous. Pourquoi des rectangles? Parce qu'on sait calculer l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est largeur fois longueur. Enfin, longueur fois largeur. Et on déterminait ainsi, en divisant le segment sur lequel on voulait calculer l'intégrale, on va dire le segment sur lequel on voulait intégrer, on va calculer l'aire de ces différents petits rectangles. Alors évidemment, il y a des rectangles qui sont en dessous, ça me donne une valeur approchée par défaut de l'intégrale, et puis je traçais aussi des rectangles par au-dessus, et ça me donnait une valeur approchée de l'intégrale par excès. Et je savais ainsi que l'aire sur la courbe était coincée entre l'aire violette ici, et l'aire violette plus l'aire verte. Voilà. Et le but du jeu, eh bien, c'était de rendre ces rectangles de plus en plus fins pour avoir une idée de plus en plus précise de cette aire sous la courbe entre 0 et 1 pour l'exemple qui est donné. Alors, je peux vous présenter, si vous voulez, un exemple de calcul d'intégrale. On va le faire à ce moment-là directement ici, tiens, c'est très bien. Sur la notion de ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Alors, ceci n'est pas à savoir faire, ceci c'est juste pour édulcorer le parcours et le calcul sur la notion d'intégrale. Je me permets de prendre le temps de le faire. Ce qu'on appelle la notion de la méthode des rectangles. Alors, la méthode des rectangles, la voici. Imaginons qu'on veuille calculer l'aire sous la courbe de la fonction x au carré, vous savez, ce morceau de parabole, là, entre 0 et 1. L'idée est donc de diviser le segment entre 0 et 1 en plusieurs petits segments et de calculer l'aire des rectangles. Je sais que l'aire, elle est plus grande que l'aire du rectangle vert, mais elle est plus petite que la somme de tous les rectangles qui sont dessinés ici. Je vous rappelle ce que je vous montre là, ce n'est pas à savoir faire, c'est juste à essayer de comprendre pour la notion historique d'intégrale, et puis pour ensuite comprendre la notation d'intégrale. Donc par conséquent, vous vous installez tranquillement, vous lâchez votre stylo et vous regardez le spectacle. Pour avoir une idée plus précise, eh bien, je décide de diviser mon segment en des petits segments plus petits. Ici, je divise mon segment en 3 parties égales. La largeur de mon rectangle est donc égale à 1/3, puisque c'est une unité entre 0 et 1, le segment total. Et la hauteur, il suffit de calculer l'image des différentes valeurs qui sont là. Ici, c'est 1/3, je calcule l'image de 1/3 par ma fonction, c'est la fonction carré, donc 1/3 au carré. Ici, c'est 2/3, donc je calcule 2/3 au carré. Je connais donc cette hauteur-là, je connais cette largeur-là, pardon. Je peux donc calculer l'aire de tous les rectangles, l'aire exacte de tous les rectangles qui sont en présence. Si je divise, mon segment en 4, eh bien c'est 1/4, 2/4, 3/4, et je connais ainsi l'aire exacte de tous les rectangles. En additionnant l'aire de tous les rectangles, je vois que l'aire rouge totale fait 0,46, 8,75, et l'aire verte 0,21, 8,75. Je sais que l'aire sous la courbe est donc coincée entre ces deux valeurs-là. Et le but du jeu, vous l'aurez compris, est de faire des petits rectangles de plus en plus petits. Par exemple, si je divise mon segment en dixièmes, en 10 parties, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6,
Ici 0,1 au carré, 0,2 au carré, 0,3 au carré, 0,4 au carré, 0,5 au carré. Je connais toutes les dimensions de tous les rectangles, je peux calculer exactement l'aire rouge et l'aire verte, et je sais que l'aire exacte recherchée sous la fonction carré est comprise entre 0,285 et 0,385. Et voilà, je peux continuer. Au bout d'un moment, je fais le calcul pour 20 rectangles, je fais le calcul pour 30 rectangles, je fais le calcul pour 50 rectangles, et je peux ainsi faire le calcul pour autant de rectangles que je veux. Et c'est comme ça qu'on avait une idée de la valeur des intégrales à l'époque où nous n'avions pas de calculatrice. Voilà, on se calme. Voilà, merci. Et donc, ici, vous avez votre segment divisé en 100 petits segments, donc 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 0,03, 0,04. Je calcule leur image par la fonction carré, je calcule l'aire des 100 rectangles qui sont en dessous, l'aire des 100 rectangles qui encadrent par excès mon aire, et je vois que l'aire est comprise entre 0,32 835 et 0,33 835. Pour votre culture, quand on aura fait le calcul, l'aire exacte sous la parabole entre 0 et 1 est exactement égale à 1/3 d'unité d'aire. Vous voyez votre grand carré qui est là, c'est une unité d'aire, la voici mon unité d'aire, c'est le carré de 0,1 sur 0,1, enfin une unité sur une unité. Eh bien l'aire sous la parabole représente exactement 1/3 du carré total. On va montrer que, on a une formule, on va pas le montrer, mais on va accepter qu'il y a une formule qui va nous permettre de le calculer de manière exacte. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour introduire la notation de cette intégrale. Alors la notation de cette intégrale, si vous l'avez dans votre cours, alors elle n'est pas sur ce cours-là, si, là, voilà, c'est ça. Alors là, vous avez tout le calcul. Bon, sur cette deuxième page, ceux qui veulent faire, qui n'ont vraiment que ça à faire là pendant le printemps, vous pouvez éventuellement essayer de faire cette activité. C'est une activité que l'on fait plutôt en terminale S, mais elle vous permet de comprendre exactement ce que je viens de dire, et ça vous permet de calculer, justement, de montrer, de prouver que lorsque je calcule l'aire sous la fonction carré entre 0 et 1, j'obtiens exactement 1/3 d'unité d'aire. Alors cette notation, pourquoi on utilise, pourquoi les rectangles vont me noter cette notation? Eh bien, vont me donner cette notation parce que l'aire, finalement, on l'obtient en faisant quoi? Cette aire, on l'obtient en faisant la somme de tous les petits rectangles qu'on a calculés. Les petits rectangles, ils ont une toute petite largeur sur l'axe des abscisses, et sachez que cette largeur sur l'axe des abscisses, une toute petite largeur, on a une notation historique pour dire un tout petit écart d'une certaine valeur, on note ça dx, petit écart sur l'axe des abscisses, petit écart de valeur de x. dx, petit d, petit x, vous le trouvez dans cette notation ici. Maintenant, ça c'est la largeur de mon rectangle. La longueur de mon rectangle, eh bien pour une valeur de x donnée, la longueur de mon rectangle c'est tout simplement l'image de x, f de x. Si bien que l'aire du rectangle vert que j'ai ici, le centième rectangle, elle est notée comme largeur dx multipliée par la longueur f de x. L'aire du petit rectangle, c'est f de x fois dx. Et qu'est-ce que je fais avec tous ces rectangles? Eh bien, j'en fais la somme de tous ces rectangles infiniment petits, de largeur infiniment petite. Et cette somme, entre 0 et 1, eh bien, je vais la modéliser par une espèce de S très allongé. C'est un S, mais un S très allongé, juste avec un tout petit arrondi en bas et un tout petit arrondi en haut. Et ce S signifie somme de tous les rectangles de dimension f de x et dx. Et pour déterminer que c'est bien entre 0 et 1, les deux droites verticales, et je mets les deux bornes en bas pour celle de gauche et en haut pour celle de droite. Ainsi, je fais la somme de tous les rectangles f de x dx entre A et B. Ceci, c'est ce qu'on appelle la notation de l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle a, b. f de x dx, je passe ici toutes les petites remarques. Cette notation, il faut juste la comprendre, qu'il s'agit bien de l'intégrale entre a et b de f de x dx. Avant de passer à la dernière étape, l'ultime étape et la plus importante, comment calculer une intégrale, je vous rappelle que, pour résumer, vos compétences concernant le baccalauréat, je zone là, vos compétences concernant le baccalauréat, ne consistent qu'à connaître la définition d'une intégrale, c'est-à-dire l'aire sous la courbe
c'est bien ce qu'on a ici, vous voyez ici, l'air sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses et entre les deux droites verticales, et de savoir lire assez grossièrement le nombre d'unités d'air que vous pouvez mettre à l'intérieur d'une intégrale. Pour ça, c'est justement l'exercice sur Quick. Où est-il, ce coquin? Il est... J'ai tellement de documents, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà, le devoir sur Quick, c'est bien ça. Vous allez devoir sur Quick juste calculer le nombre de carrés que vous pouvez mettre. Alors évidemment, on n'a pas la valeur exacte, donc on vous donne un intervalle, et à quel intervalle cela correspond-il? Par exemple ici, l'intégrale entre 3 et 8 de la fonction f de x, vous voyez comment c'est noté, f de x dx, entre 3 et 8, vous comptez le nombre de carreaux. Unité d'air, c'est 0,1 sur 0,1, donc l'unité d'air, c'est bien 1 carreau. Faites bien attention à l'échelle, des fois c'est 4 carreaux. Ça dépend où se place le 1 sur l'axe des abscisses et le 1 sur l'axe des ordonnées. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 au moins. Si j'ajoute un peu ce qu'il y a là, 19, bon bah voilà, on propose entre 29 et 35 non, c'est au-dessus de 17 non, c'est vraiment en dessous de 35. Entre 17 et 23, allez, je parie pour la réponse. 17 et 23 Jean-Pierre, validé, correct, j'ai gagné. Bon, évidemment, il y aura un autre énoncé pour votre devoir. Voilà, j'espère que vous avez compris cette partie, malgré les quelques hésitations et l'errance dans les documents que j'ai sous les yeux. Mais c'est pas facile de retranscrire en vidéo, sans aucun retour, le cours que je peux vous faire en direct. Dernière partie, allez, on y croit, c'est comment je calcule maintenant cette intégrale de manière exacte. Alors là, je vais vous parachuter le résultat sans que vous compreniez d'où ça vient. On pourra faire des petits exemples qui montrent qu'effectivement ça marche avec certaines fonctions. D'habitude, je vous le fais faire pour que vous puissiez plus facilement accepter ce résultat sans rechigner, sans broncher. Mais là, on va être obligé de vous donner directement le résultat et directement la formule qui me permet de calculer une intégrale. Attention, c'est parti. Intégrale et primitive. Quel est le lien entre les intégrales et les primitives? Alors vous avez ici votre document, et nous allons nous intéresser à cette page primitive et intégrale. Vous l'avez sous les yeux, page primitive et intégrale. Pendant que vous la cherchez, moi je la recherche dans mes différents documents que j'ai déjà remplis à la main. Celui-ci, est-ce que c'est celui-là? Non, je suis en mode compatibilité. Il est là, pardon, le voici, donc ça c'est bon. Voilà, ça c'est le document sur les primitives que vous avez. Donc vous recherchez la page, comme moi, primitive et intégrale. Quel est le lien entre primitive et intégrale? Eh bien, on va aller très vite. Je vais lâcher le théorème 1, pourtant c'est le plus fondamental. C'est un théorème, il est magnifique. Moi, je trouve que c'est le plus beau théorème d'analyse de votre programme et du programme de lycée. C'est un théorème extraordinaire qui montre le lien entre, a priori, une primitive qui n'a rien à voir avec la notion d'air sous la courbe. La primitive, c'est lié à la notion de dérivée. La notion de dérivée, c'est lié à la notion de tangente à la courbe. En quoi la notion de tangente à la courbe est liée à la notion d'air sous la courbe? Eh bien, c'est toute la magie de ce théorème. Comment calculer une intégrale? Eh bien, vous ne cherchez pas plus loin. Ça se fait en 2 étapes. Première étape, c'est ici. Vous trouvez une primitive de la fonction petit f à intégrer. Alors vous observez ici que j'ai mis un petit t à la place du x, mais en fait c'est exactement la même chose. Que je mette f de t dt ou f de x dx ou f de u du ou f de Marcel d Marcel, c'est la même chose puisque en fait le nom de la variable n'a aucun intérêt dans un calcul d'intégrale, c'est juste qu'il faut comprendre que la variable qu'on met ici, c'est celle qui est sur l'axe des abscisses. Eh bien, une fois que j'ai une primitive, n'importe laquelle, vous savez qu'il y en a plusieurs, n'importe quelle primitive de ma fonction petit f, pour calculer l'intégrale entre a et b, entre x égale a et x égale b, c'est ni plus ni moins que grand F de b moins grand F de a. Un gros zoom. L'intégrale de a à b de f de t dt ou de f de x dx, c'est f de b moins f de a. Je vois qu'il y en a qui commencent à souffrir avec le t, là. Si le t vous dérange, vous mettez un x à la place. Ça ne me dérange pas. C'est exactement la même chose.
Et ça marche avec n'importe quelle primitive. J'expliquerai pourquoi en cours. Mais ça marche avec n'importe quelle primitive. Là, on fait des mathématiques niveau râle et pâquerette. Je vous donne une formule, vous l'appliquez. Une notation qui est parfois utilisée, ça se fait en deux temps. Pour calculer justement cette intégrale, grand f de b moins grand f de a, en fait, on peut d'abord déterminer une expression de la primitive que je vais utiliser, entre crochets, et on rajoute le petit a et le petit b pour indiquer que je vais faire ensuite f de b moins f de a. Alors, comment ça marche? Un exemple. Suivez bien, je vais faire qu'un seul exemple pour des questions de temps, et votre boulot, ça sera de refaire la même chose avec tous les calculs d'intégrale. Tous les calculs d'intégrale qu'on vous demandera au bac fonctionnent de la même manière. Il n'y aura aucune exception, ça marchera toujours de la même manière. L'intégrale qui est demandée, ici, entre 1 et 2 d'exponentielle t dt. Si j'ai compris la méthode, il me faut une primitive d'exponentielle moins t, ou d'exponentielle moins x. Alors, pour ceux qui ont vraiment besoin de survivre, je vais la noter en intégrale. J'aime bien celle-ci, là. Voilà. L'intégrale, je suis entre 1 et 2. Il me fait des petites intégrales, mais je ne maîtrise pas, c'est pas grave. Voilà. Exponentielle moins x dx. C'est la même chose. Ok. Première étape, déterminer une primitive d'exponentielle moins x. Et je vais la mettre entre crochets pour bien comprendre la notation qu'on peut utiliser. Les crochets... S'il vous plaît, merci. Il ne veut pas me donner des crochets, mais il est coquin, lui. Ah si, c'est là. Voilà. Entre crochets, je vais mettre une primitive d'exponentielle moins x. Donc là, on revient à l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure, calcul de primitive. Pour trouver une primitive d'exponentielle moins x, eh bien, il faut dériver moins exponentielle moins x. Si vous dérivez ça, vous retrouvez exponentielle moins x, parce que moins fois moins, ça fait plus. Dérivez ceci, vous allez voir que vous obtenez cela. Et cette exponentielle moins x, il va falloir... en calculer les images entre, c'est là, merci, entre 1 et 2. La notation, alors, il me le fait comme ça, mais c'est pas grave ça. La notation, la voici, entre 1 et 2. Le 1 et 2, ils peuvent être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Regardez la notation que j'ai prise ici, mais là, j'ai pas trop le choix de travailler avec Word. C'est pas avec Word que je travaille habituellement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de faire une fois que j'ai une primitive? L'image de cette primitive, attention, on commence par la borne supérieure, f de b moins f de a, soit l'image de 2 moins l'image de 1. C'est parti. Je calcule d'abord l'image par la primitive choisie de 2, donc moins exponentielle moins 2, moins l'image par la fonction qui est choisie, la de 1. Alors attention, il va y avoir des moins qui sont partout. Alors là, ça, c'est l'exemple. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que j'ai pris tout de suite l'exemple qui pose toujours le principal problème, c'est-à-dire des moins partout. Il y a un moins dans la formule et pour peu... Oh. Il y a un moins dans la formule et pour peu qu'il y ait aussi un moins dans la primitive, ça fait des moins partout. J'obtiens ce résultat si. Après brève simplification, ça fait moins exponentielle moins 2, moins fois moins faisant plus, exponentielle moins 1. Il commence à souffrir, ça cracote là sur le son, parce que j'ai oublié de lui demander d'arrêter de mettre ça en synchronisation. Oh, il n'en peut plus, l'ordinateur là. Pause, voilà, merci. Car il synchronise au fur et à mesure que je fais des modifications, donc là ça lui fait vraiment beaucoup. Et je précise, s'il vous plaît, bande de jeunes, que c'est toujours en unité d'air. Il y aura peut-être des exercices où il faudra exprimer ça en centimètres carrés ou en mètres carrés, on n'y est pas. Dans la plupart des exercices de ES, il faudra toujours donner une intégrale en unité d'air. Et j'ai répondu à la question, j'ai terminé l'exercice. Si on me demande une valeur approchée, je calcule une valeur approchée, et je tape ça à la calculatrice, et je donne le nombre de chiffres après la virgule demandé par l'énoncé. Mais attention, si on vous demande une valeur exacte d'intégrale, vous devez vous arrêter là, et déterminer à la main une primitive si on ne vous la donne pas, et calculer ensuite l'image de B, borne supérieure, moins l'image de A, borne inférieure. En résumé, et je vais arrêter là, vous avez déjà pas mal de choses à essayer de comprendre, malgré quelques hésitations. En résumé,
le cours tient finalement, ce que vous avez à savoir pour le bac tient en peu de choses. Savoir ce qu'est une primitive et savoir déterminer une primitive dans exactement la même tradition que les exercices 52 à 61. Si vous avez de la chance au baccalauréat, on vous donne la primitive et c'est juste à vous de dériver cette primitive pour montrer qu'il s'agit bien d'une primitive. Et une fois que j'ai une primitive, pour calculer l'aire sous la courbe entre deux bornes, eh bien il suffit de prendre la primitive que j'ai trouvée et de calculer l'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure, exactement ce que je viens de faire. Vous avez des exercices ici qui vous demandent des calculs d'intégrale de 71 à 76. Pour ça, il faut déterminer une primitive. Là, on n'est pas très gentil avec vous, c'est qu'on ne vous donne pas la primitive à trouver. Vous cherchez une primitive et vous faites ensuite le calcul, l'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure. Pour vous entraîner à ce type de calcul, c'est un peu galère, je vais vous laisser tranquillement quelques jours, une semaine, pour vous habituer à ça. Je ne viendrai pas vous déranger avant... vous n'aurez pas d'informations supplémentaires, je dirais, pas de cours supplémentaires, pas de notions supplémentaires avant les vacances. Mardi prochain, je fais une séance juste de réponse aux questions, parce que je pense qu'il va y en avoir. Et vendredi, je ferai juste une séance pour faire le point sur les exercices d'entraînement que je vais vous donner pendant les vacances. Maintenant, si vous avez réussi à comprendre ce que je viens de vous dire, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire n'importe quel, ou presque n'importe quel exercice d'analyse type bac. Vous aurez compris la notion d'intégrale. Il nous restera à expliquer ce qu'on appelle la notion de valeur moyenne, mais si vous rencontrez la notion de valeur moyenne dans un exercice de bac, vous laissez tomber, pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Pour vous entraîner, donc tout ce que je vous demande pour cette semaine, c'est simplement de vous entraîner à faire des calculs d'intégrale, de primitive et d'intégrale. Pour ça, franchement, c'est Quick qui reste le meilleur moyen. Vous voyez ici, alors vous avez des lectures graphiques, mais vous avez des calculs ici. Déterminer une primitive de la fonction à intégrer, je peux zoomer, yes. Déterminer une primitive de la fonction à intégrer, primitive grand F, et ensuite pour calculer l'intégrale, vous faites juste f de 11 moins f de 2. Attention, ce qui vous est demandé ici, c'est une valeur exacte. Tiens, par exemple, oula, gentil Jean-Claude, une primitive de 1 sur x, vous le savez tous, c'est ln de x, j'ai dérivé ln de x pour obtenir 1 sur x, et donc le résultat demandé, c'est f de 11 moins f de 2, soit... Ah ouais, alors je vais faire ça, sinon ln de 11 moins ln de 2. Est-ce que c'est ce qu'il me demande? Je valide. Tadam, correct. C'est tout ce qu'on vous demande. Et c'est tout ce que je vous demande. Il faut, cette semaine, votre mission en maths, c'est simplement comprendre cette notion d'intégrale et savoir le calculer à l'aide d'une primitive. Je me répète, j'en rajoute, j'aurais pu faire une demi-heure au lieu de faire une heure, mais au moins, j'ai dit les choses plusieurs fois de suite. Donc, on revient au cahier de texte. T'es gentil, merci. 27, corriger les calculs de primitives, c'est fait. Introduction à la notion d'intégrale par vidéo, c'est fait. Lecture graphique, c'est fait. Théorème fondamental, vaguement. Le théorème fondamental, c'est justement le lien entre intégrale et primitive. Et les premiers calculs, voilà, c'est à vous de les faire. On en a fait un dans le cours, c'est-à-dire celui-ci, là, exponentielle moins t dt. À vous de vous entraîner sur les autres. Si jamais il y a des questions, des choses que vous ne comprenez pas, essayez d'être précis sur les questions que vous posez. Me dites pas « j'ai rien compris, est-ce que vous pouvez réexpliquer ?» C'est un peu compliqué, comment je peux faire? Précisez vraiment à ce moment-là dans le cours « j'ai pas compris, comment on utilise cela? Est-ce que vous pouvez me donner un exercice, une rédaction type dans un exercice de bac ?» Tout ça, c'est ce que je ferai vendredi prochain. En attendant, vous avez ce devoir sur Quick, s'il vous plaît, pour vous entraîner un maximum et voir si finalement vous avez compris ou pas. Là, t'es gentil sur les mises à jour, tu me lâches, 2 secondes, excusez-moi. Voilà, non, voilà. À vous de jouer, à vous de vous mettre au travail sur ces notions d'intégrale. C'était long, c'était compliqué, mais je compte sur vous pour faire preuve de persévérance et pour mieux comprendre tout ce qui se passe dans cet univers des intégrales. À vous les studios, bon courage et à tout bientôt.